Vendredi 22 novembre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur Cam News 24 et Hit FM Radio. Les titres de cette édition. Vichy, le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Tangana dit non aux pénuries des produits de grande consommation dans nos marchés durant les fêtes de fin d'année. Cette déclaration importante a été faite à l'issue des concertations menées avec l'ensemble des acteurs des différentes filières le mercredi 20 novembre 2024 à Yaoundé. Énergie électrique, les populations de l'arrondissement de Lagdo dans la région du Nord broient du noir. Et pour cause, elles subissent au quotidien les coupures intempestives d'électricité alors que la localité abrite le barrage qui alimente tout le septentrion. Voilà pour les titres et je vous dis tout. Mesdames et messieurs, une fois de plus, merci de renouveler votre confiance à Cam News 24 et Hit FM Radio. Comme on vous le disait en titre, Vichy, la pénurie ne sera pas de la partie à l'occasion des fêtes de fin d'année qui pointent à l'horizon. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, rassure les consommateurs au sortir d'une concertation menée le 20 novembre 2024 à Yaoundé avec les acteurs des différentes filières. Ghislain Kougan pour plus de détails. La fête de fin d'année arrive à grands pas. Le gouvernement camerounais s'emploie à calmer les inquiétudes de ses citoyens quant à la disponibilité des denrées de grande consommation en cette période. C'est qu'une frayeur palpable se fait sentir non seulement au niveau de la disponibilité des produits, mais aussi et surtout sur les prix pratiqués. Les récents remous observés par exemple autour des prix de boissons n'étant pas de nature à rassurer les consommateurs. Prenant le taureau par les cornes, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, a présidé des séances de concertation le mercredi 20 novembre 2024 avec les acteurs de différentes filières, notamment poissons, poulet, bœuf, huile, riz et sucre, ainsi que les organisations de défense des droits des consommateurs. Dans un esprit de transparence, les inquiétudes nées des rumeurs sur les pénuries de produits ont été dissipées lors de ces échanges. Les dispositions nécessaires ont été prises pour s'assurer que nous n'aurons pas de pénurie dans nos marchés pour les fêtes de fin d'année, a rassuré le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, avant de lever l'équivoque autour des probables hausses de prix des produits. Il n'y aura donc ni pénurie, ni hausse des prix. Les Camerounais peuvent dormir tranquilles. Et comme mesure, le ministre a instruit ses services de renforcer la surveillance des marchés et de sanctionner avec rigueur tout contrevenant aux dispositions réglementaires. Ces concertations se sont déroulées en présence des représentants des ministères de l'élevage, des pêches et des industries animales, de l'agriculture et du développement rural, ainsi que de la direction générale des douanes, révèle le communiqué de ce département ministériel. Une façon de souligner toute la synergie d'action du gouvernement pour assurer qu'il n'y ait ni pénurie, ni hausse de prix lors des fêtes de fin d'année. Énergie électrique, barrage de Natigal, 240 MW déjà disponibles dans le réseau interconnecté Sud qui couvre les 7 régions méridionales du pays. La montée en puissance de la production de cet ouvrage fait suite à la mise en service du 4e groupe qui apporte 60 MW supplémentaires au réseau depuis quelques jours déjà. Dites-vous, Ghislain Kougan. Le barrage hydroélectrique de Nachigal monte en puissance dans la production. Depuis le 18 novembre 2024, il injecte 240 MW d'énergie électrique dans le réseau interconnecté Sud qui couvre les 7 régions méridionales du pays. Cette montée en puissance de la production de cet ouvrage est consécutive à la mise en service du 4e groupe qui apporte 60 MW supplémentaires au réseau. L'aménagement est constitué de 7 groupes d'une capacité de 60 MW chacun et les 3 premiers groupes avaient été respectivement livrés en juin, août et septembre 2024. À sa mise en service totale, Nachigal aura une puissance installée de 420 MW et fournira près de 30% de la consommation électrique du réseau interconnecté Sud du Cameroun, indique NHPC, la société de projet. La centrale hydroélectrique de Nachigal doit produire à terme 420 MW et la mise en service intégrale de cette infrastructure énergétique est annoncée pour fin janvier 2025 de sources officielles. Mais pour que l'exploitation de l'énergie produite bénéficie directement aux populations, les voies de transport doivent également être construites et achevées.
Un autre parcours du combattant dans ce projet construit sur le fleuve Salaga, à 65 km au nord-est de la capitale Yaoundé, qui abrite le plus important potentiel hydroélectrique du Cameroun. Le projet hydroélectrique de Nachtigal prévoit aussi la construction d'un poste de départ de 225 kV et d'une ligne de transport de 50 km jusqu'au poste de raccordement de Niom 2. À terme, le projet permettra au Cameroun de fournir au Tchad voisin 100 MW d'électricité à l'horizon 2027. Restons dans le domaine d'énergie électrique pour dire cette fois-ci que les populations de l'arrondissement de Lagdo, dans la région du Nord, Broye du Noir, et pour cause, elles subissent au quotidien les coupures intempestives d'électricité, alors que la localité abrite le barrage qui alimente tous les septentrions. Boubacar Adama nous en dit plus. Dans l'arrondissement de Lagdo, une réalité tragique se dessine, marquée par des coupures d'électricité intempestives qui plongent cette ville dans l'obscurité. Située à 64 km de la ville de Garoua, Lagdo abrite pourtant un symbole de progrès. Le barrage hydroélectrique du même nom, construit avec la promesse d'alimenter le nord du pays et d'irriguer 15 000 hectares de terres cultivables. Ce barrage, long de 308 mètres, et haut de 40 mètres, semble aujourd'hui être un mirage de lumière au milieu d'une nuit interminable. Malheureusement, l'ironie cruelle réside dans le fait que Lagdo, bien que porteuse d'un potentiel immense avec son réservoir capable de contenir 7,7 milliards de mètres cubes, est devenue la première victime des délestages. En effet, depuis plus d'une décennie, cette ville est sacrifiée sur l'autel de l'insouciance énergétique. Comment expliquer que la cité Eneyo, qui devrait être solidaire des besoins énergétiques de Lagdo, ne connaisse jamais les affres des coupures? Pendant ce temps, nos citoyens ici ne peuvent même pas espérer une journée complète sans interruption électrique. Ce jeu de lumière tragique ne laisse que peu d'espoir aux habitants dont les activités dépendent entièrement d'une électricité devenue capricieuse. La patience devient une nécessité cruelle alors que des familles se retrouvent plongées dans le noir, attendant désespérément un retour à la normale, une situation alarmante qui laisse la ville sans voix et qui sape les fondements même de notre quotidien. À cela s'ajoute un autre fléau, le ravitaillement en eau potable. Chaque année, au mois de mars, les habitants de la ville de Lagdo subissent une double peine. 2 à 3 semaines sans eau ni électricité. Une aberration dans une région où l'accès à ces ressources devrait être un droit fondamental. Un appel urgent est lancé aux décideurs. Il est grand temps de sortir Lagdo du Noir et de redonner vie à cette ville meurtrie par un système défaillant. Car la population mérite mieux qu'une existence rythmée par l'incertitude et l'inquiétude. Restons à Lagdo et parlons à présent d'éducation avec le lycée bilingue de la localité. L'établissement a désormais ses délégués de parents d'élèves au terme d'élections plutôt houleuses. Boubacar Adama nous relate les faits. Vendredi 13 novembre 2024, nous sommes au lycée bilingue de Lagdo où s'est tenues les élections des délégués des parents d'élèves. Un événement marquant qui précède l'Assemblée générale élective du bureau exécutif de l'Association des parents d'élèves et enseignants, en abrégé APE. Les parents d'élèves présents aujourd'hui en ces lieux sont appelés à élire 4 délégués par niveau. Ces représentants auront la responsabilité cruciale de constituer le comité directeur, dont la mission sera d'élire le bureau exécutif de l'APE. Pour accéder à cette instance, il est impératif d'être préalablement inscrit sur la liste des délégués, appelés grands électeurs. Cependant, cette élection n'a pas été exempte de tensions. Au lycée bilingue de Lagdo, les discussions animées ont mis en lumière des divergences notables parmi les parents. On prend les gens par ethnie ou soit quartier. Bon, moi je sors de Djibouti. Il dit, nous sommes 2 Massa parmi eux. Ils n'ont pas pris quelqu'un. On laisse comme ça. C'est pas quelque chose qui est gagnant là-bas. Il a été dit qu'on doit respecter le critère de quartier. Alors, je suis de la carrière. Il y a un grand frère aussi qui sortait de Djibouti. Maintenant, nous constatons qu'on a
voter comme délégués les gens du chantier. Dans les salles de classe comme dans la cour de l'établissement, les échanges étaient vifs. Le respect des textes en matière d'équilibre ethnique et de représentation par quartier a suscité des débats passionnés. Certains parents craignent que ces principes ne soient pas respectés. Dès l'entame, l'espace de l'activité, le président de l'APE a pris la parole et a donné ses conseils pour avoir 4 comités directeurs. Et ne peut accéder qu'au vote qu'un parent qui a les reçus. Et comme de coutume, le vote ne tient compte ni de tribu, ni de quartier, mais en terminale, quelques-uns de parents se sont démarqués négativement en allant à l'encontre, n'est-ce pas, des consignes et des instructions données par le président de l'APE. La sonnette d'alarme à la prise de conscience. Il est impératif que chaque parent se sente inclus dans ce processus décisionnel afin d'assurer un avenir serein pour leurs enfants. De la santé dans ce journal. Lutte contre les vers intestinaux et la bilharziose. Le ministre de la Santé publique lance une vaste campagne de déparasitage du 27 novembre au 8 décembre 2024. À Douala, le délégué régional de la santé pour le littoral s'est entretenu avec les hommes des médias sur l'importance de cette campagne au cours d'un briefing. Les détails avec notre correspondant Zobel Apollinaire Bon. La campagne en question concerne les enfants âgés de 5 à 15 ans, scolarisés ou non. Ceux-ci se verront administrer une dose de comprimés déparasitants par des équipes mobiles formées à cet effet. Ce sera du mébendazole 500 mg pour les vers intestinaux et le parasicantel 600 mg pour la bilharziose. Ce sont des médicaments qui sont sûrs. Nous recommandons aux parents de s'organiser pour que les enfants mangent avant de prendre les médicaments, avant d'aller à l'école, et aussi qu'ils boivent beaucoup d'eau pour minimiser les risques de conséquences. Avant le démarrage de cette campagne, la délégation régionale de la santé pour le littoral a tenu à briefer les hommes de médias sur l'importance d'une telle opération afin que ceux-ci puissent à leur tour porter le message de sensibilisation auprès des parents. Tous les enfants sont une cible particulière pour ces maladies que sont la schistosomiase. Donc pour ce faire, nous avons des stratégies. Une stratégie pour traiter le maximum d'enfants possible. Également une stratégie en communauté pour les enfants qui sont non scolarisés. Pour cela, nous avons des distributeurs communautaires qui vont faire le tour des ménages, des autres écoles, des autres structures, des écoles pour amener toutes les structures pour trouver des enfants qui correspondent à la cible pour qu'aucun enfant ne soit malade. Généralement causés par une mauvaise hygiène de vie, les vers intestinaux et la bilharziose constituent un frein à la croissance et à l'épanouissement de l'enfant, d'où l'urgence de s'en débarrasser au plus vite et la vaste campagne de déparasitage qui démarre le 27 novembre prochain est une occasion à mettre au profit des enfants cibles. En sport, rien ne va plus entre la FECAFOOT et le sélectionneur national Marco Brice. La sortie du Belge le 19 novembre dernier au sujet de ses assistants a fait sortir le président de Ségon. Dans un tweet, Samuel Eto'o a subtilement taclé son propre entraîneur, Ali Djida et Michel Ateba. Malgré la brillante qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, le conflit entre la Fédération camerounaise de football et le sélectionneur Marc Brice est toujours ouvert. En conférence de presse le 19 novembre à Yaoundé, le technicien belge est revenu sur le cas de son assistant Joachim Moununga, interdit de s'asseoir sur le banc de touche lors des rencontres. Pour le sélectionneur, la Fédération camerounaise de football ne joue pas franc jeu. Il y a beaucoup de choses qui sont bloquées. Il laisse un entraîneur avec la licence pro pour la 8e fois dans les tribunes, mais quelqu'un qui a un diplôme B, c'est-à-dire qu'il peut entraîner les jeunes au banc de touche, ce n'est pas facile. Cette sortie de Marc Brice a aussitôt poussé le courroux du président de la fédération, Samuel Eto'o, qui dans un tweet égratigne son entraîneur. Certains ont oublié cette grande victoire, en référence à la médaille d'or remportée en 2000, alors que Martin Kountungumpile n'était que l'adjoint de Jean-Paul Akono.
Dans une mise au point signée de Marc-Michel Kaham, président de l'association des entraîneurs du Cameroun, il est rappelé à Marc Brice que Martin Tungumpile et David Pagou sont titulaires des licences ACAF, la plus haute qualification actuellement exigible en Afrique. D'autres entraîneurs sous cap fustigent cette communication du Belge Marc Brice qui pour eux est un manque de respect envers la corporation. En attendant la fin de cet imbroglio, le contrat de l'entraîneur national n'a pas encore été signé par la FECAFOOT, de quoi faire réfléchir. Sport toujours, les directeurs techniques nationaux de la sous-région réunis à Douala pour un stage de renforcement des capacités. Le séminaire organisé par l'UNIFAC, l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, s'est achevé le 20 novembre dans la capitale économique. 6 des 8 pays qui comptent cette organisation sous-régionale étaient présents. Ali Jida et Michel Ateba. Réunis à Douala pour un séminaire de renforcement des capacités, les directeurs techniques nationaux de la zone UNIFAC rentrent dans leurs pays respectifs bien outillés. Vous savez, c'est pour la première fois que les détenus de la sous-région UNIFAC se retrouvent pour discuter, échanger. Et naturellement, dans ces échanges-là, ça sort toujours vraiment des choses qui peuvent permettre à toutes les fédérations, parce qu'il faut cette interaction entre les fédérations pour les biens de nos jeunes, de nos entraîneurs et tout ça pour faire progresser le football dans notre sous-région. Le cahier des charges qui est très lourd, hein. S'occuper, donner une orientation de la politique sportive et technique au sein de la fédération. Et il faut emmener toutes nos équipes, il faut avoir toutes les compétences pour cela. Et puis donner une dynamique, et puis répondre aux contrariétés qui nous sont proposées quelquefois. Et tout ça en gardant la bienveillance et la bonne humeur. L'objectif de ce séminaire était de voir comment mettre en place ensemble, n'est-ce pas, des possibilités, des opportunités pour que le football se développe dans la sous-région. L'atelier de formation de Douala était une grande première en Afrique centrale avec les directeurs techniques nationaux, une initiative louable et saluée par les représentants de la FIFA afin de relever certains défis. Nous sommes convaincus que ces 3 jours ont été formés. Et ces 3 jours ont permis en fait aux directeurs techniques nationaux de l'UNIFAC de s'outiller, de s'armer puissamment pour pouvoir relever les défis qui les attendent. Défis dans la formation des entraîneurs, défis dans la conception des plans stratégiques à long terme, défis dans la gestion des entraîneurs qu'ils forment et défis également dans le suivi et l'évaluation. Toutefois, la zone Union nationale des fédérations de football d'Afrique centrale, UNIFAC, fait face à certains problèmes d'intégration. Il y a eu Sao Tomé et Guinée équatoriale. Pour le Guinée équatoriale, c'est un Français qui est détenu. Le système de visa au Cameroun peut être changé. Ce n'est plus les ambassades qui délivrent. Maintenant, il y a un système qui se fait en ligne et eux ne le savaient pas. Et donc, c'est juste un problème technique. On a eu le même cas pour la RDC, qui au dernier moment a eu son pot des revenus, qui était même déjà ici qu'on a fait refouler à l'aéroport. C'est donc finalement 6 pays de la zone sur 8 qui étaient présents à Douala. Les participants ont reçu leur parchemin à la fin du séminaire de main du président de la zone UNIFAC. Écoutons à présent Angelbert Marga, directeur technique national du Cameroun, qui revient sur l'objectif du séminaire et le rôle d'un directeur technique national. L'objectif de ce séminaire était de voir comment mettre en place ensemble, n'est-ce pas, des possibilités, des opportunités pour que le football se développe dans la sous-région, sachant que nous avons tous les mêmes objectifs, mais nous avons des environnements différents. Et donc, cet atelier a tourné autour, n'est-ce pas, du rôle, n'est-ce pas, du directeur technique national, s'il fallait encore le préciser, le rôle du directeur technique national, l'organigramme de la direction technique nationale au sein de l'organigramme de chaque fédération
il y a, n'est-ce pas, des spécificités à gauche ou à droite, mais il y a une structure principale, n'est-ce pas, qui nous permet de mieux travailler en équipe, sachant qu'il y a au sommet, n'est-ce pas, des relations, à travers des relations, n'est-ce pas, de collaboration entre la direction technique nationale et les autres parties prenantes. Il y a les relations horizontales, du haut vers le bas, du bas vers le haut, et des relations horizontales. La direction technique nationale, dans son rôle de développement technique, qui accompagne l'exécutif dans son projet de mise en place, n'est-ce pas, d'une politique technique, n'est-ce pas, doit utiliser les parties prenantes qui sont internes à la fédération, c'est-à-dire les autres entités, telles que les autres départements, le comité exécutif et l'Assemblée générale, le président, le secrétaire général, ainsi que maintenant, sur le plan horizontal, les autres départements techniques, les ligues décentralisées, les ministères, etc. Et sur le plan vertical, relation vers le bas, la relation avec ses collaborateurs, ainsi que les collaborateurs qui sont dans les démembrements territoriaux. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal sur CamNews 24 et Hit FM Radio. Merci d'avoir suivi et bon week-end à tous.